un espace où l'on s'autorise à parler de la santé et de l'invisible. Vous entendrez donc des chercheurs, des professionnels de santé, des thérapeutes qui ont tous vécu des phénomènes étranges tels que les sorties de corps, la clairaudience, les prémonitions, les contacts avec les défunts, les montées de Kundalini, etc., etc. Bienvenue dans Expérienceur, un podcast éclairant où l'on aborde les phénomènes paranormaux pour réunir la science, la santé et la spiritualité. Aujourd'hui, avec nous, Stéphane Schillinger. Bonjour Stéphane. Audrey. Merci d'être là et de nous offrir de ton temps. Tu Avec as un, plaisir. tu as un parcours de vie atypique et j'aime beaucoup ça. Je vais juste faire une brève présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas sur la chaîne. Donc tu es auteur, conférencier, passionné de spiritualité et de psychologie transpersonnelle et de tout ce qui touche au trauma. Après une carrière de sportif de haut niveau, tu t'es orienté vers la finance et pendant plus de 12 ans, tu as accompagné des dirigeants d'entreprises dans la gestion de leur patrimoine en France et en Suisse. Tes voyages t'ont conduit à explorer les états modifiés de conscience, le chamanisme, la méditation, le jeûne, etc. Et tu collabores régulièrement avec le psychiatre Ansgar Rougemont autour de l'utilisation des plantes psychédéliques. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou Écoute, oui, ce qu'on pourrait dire déjà par rapport à la présentation que tu fais, c'est que dans ma première carrière finalement de gestionnaire de fortune, à la solde du capitalisme et d'une certaine manière de voir et de consommer le monde, j'accompagnais des dirigeants qui étaient dans un processus de cession de leur entreprise, donc qui étaient en fait des gens avec un certain niveau de vie, voire certains, et qui passaient par ce fameux passage qui consiste à changer de paradigme, c'est-à-dire passer de chef d'entreprise avec tout ce que ça implique à la fois de beau, de positif et à la fois de contestable ou de tout ce qu'on va pouvoir y projeter finalement. Et je me suis rendu compte, et c'était un peu une des graines qui a été semée dans ce chemin, qui a germé ensuite, c'est que ces gens-là, à partir de ce moment, il y avait des considérations spirituelles qui rentraient en compte, alors que d'un point de vue finalement purement financier, c'était en sonnant, en trébuchant. On parlait d'argent, on parlait de fiscalité, on parlait de transmission. En réalité, il y a une dimension psychologique et spirituelle là-dedans. Et puis, c'est cette dimension qui m'a semblé vraiment incontournable et qui s'est confirmée par la suite, exactement comme avant l'émission, on a discuté entre nous sur la dimension spirituelle dans la guérison et la dimension spirituelle dans tout le champ psy, en fait, hein, qui est souvent, on va dire, éludée dans notre société occidentale, alors qu'ailleurs, elle est très souvent centrale et que les considérations dites psychologiques parfois n'existent même pas. Et voilà, donc après, ça appelle, et on pourra le faire ensemble, hein, ça appelle à définir qu'est-ce que la dimension spirituelle, qu'est-ce que qu'est-ce que la spiritualité, parce qu'il y a aussi cette tendance à aller fuir le réel à travers une spiritualité. Et puis enfin, on pourra aussi en parler peut-être, c'est la pathologisation des états spirituels et la pathologisation de ce qu'on va appeler la spiritualité ou des expériences dites exceptionnelles qui ne peuvent pas être mesurées ou reproduites, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans le cadre du carcan scientifique matérialiste, et donc forcément c'est pathologisé. Et voilà, bon, je parle déjà beaucoup, mais je te laisse la parole. Ah non, non, mais c'est parfait, tu peux continuer. Je trouve la lancée est juste très très bien. Euh, j'ai juste envie de te dire, bah vas-y, par rapport aux définitions, effectivement, hein, l'étiquette, justement, hein, la définition, c'est ce qu'on disait aussi en off. Hein. Moi, j'aime pas les étiquettes, et du moment où on met une étiquette, de toute façon, on enferme. Hein, mais c'est vrai que pour qu'on se comprenne, il faut aussi passer par là. Donc,
Bah peut-être, ouais. Comment tu vois, toi, cette dimension spirituelle? Ce que j'ai envie de dire, c'est les gens, pour les gens qui nous écoutent, c'est comment est-ce que vous la voyez, vous? Et que là, il y a une dimension de souveraineté à cet endroit-là. C'est-à-dire que, évidemment, pour pouvoir transmettre une idée, il faut qu'on mette le mot dans une case et qu'on s'entende sur cette case. Mais avant de faire ça, quand vous entendez spiritualité, en fait, ça vous fait quoi? Ça vous parle de quoi? Pour certaines personnes, ça va être les vies antérieures. Pour certaines personnes, ça va être le fait d'entendre des voix. Et pour certaines personnes, ça va être un repas de famille dans lequel il va y avoir un sentiment de lien. Et pour d'autres personnes, et je vais être presque vulgarisant à cet endroit-là, mais pour d'autres personnes, ça peut être un match de foot et de se retrouver dans un stade où il y a, que sais-je, 5, 10, 20 000 personnes unies. Alors là, c'est pour du jeu, c'est pour du foot, et avec tout ce qu'on va pouvoir émettre comme critique à cet endroit. Mais moi, qu'est-ce que ça me raconte? C'est la spiritualité est affaire de transcendant, c'est-à-dire l'accès à quelque chose de plus grand que soi. J'ai lu une très belle définition sur ton site. La spiritualité n'est pas une croyance, c'est une... Et sur cette expérience que les gens vivent, que toi tu as pu vivre, que moi j'ai pu vivre, que nos auditeurs ont pu vivre, il va y avoir la nécessité d'aller plaquer une narration. Alors on va parler de vie antérieure, de flammes jumelles, de gardien, on va se rapprocher de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam, pour pouvoir finalement, en anglais, to grasp, c'est-à-dire pour pouvoir avoir prise sur cette expérience qui nous dépasse, qui peut être traumatisante et qui peut changer la vie en termes positifs. Et donc on va plaquer des narrations et on risque parfois dans ces narrations de se perdre et de sortir de l'idée que c'est une expérience et non pas un dogme ou du blabla. Voilà. Et très souvent, enfin souvent, pardon, on assiste à des gens qui ont vécu une expérience. Elle est tellement bouleversante qu'il plaque un tas de narrations et l'expérience n'arrive plus. Et la spiritualité, souvent, j'ai envie de dire l'expérience spirituelle, qu'on pourrait aussi appeler l'expérience mystique, l'expérience transcendante, elle se passe de mots. Et à un certain moment, on ne peut plus en parler, c'est ce qu'on appelle l'ineffable. Reste le besoin de se lier à d'autres gens qui ont vécu la même chose pour se dire quelque part, on n'est pas fou, on n'est pas malade, nous n'avons pas de pathologie, mais que sais-je, nous percevons des ondes, nous percevons des intuitions. Moi, c'est plutôt le cas de l'intuition. Pour d'autres personnes, ils entendent des voix, pour d'autres personnes, ils voient des choses. Moi, c'est quelque chose qui se passe dans mon corps. Et là, je pourrais peut-être en parler aussi. Euh, il y a un tas d'informations dans nos vies qui ne sont pas traitées par le cerveau. C'est-à-dire, si on part d'un point de vue strictement scientiste ou scientifique, le cerveau, lui, perçoit, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais 200 millions de messages à la seconde. Et il n'en traite, en réalité, il ne traite que 1%. Sur ces 1% traités, il va finalement laisser passer tout ce qui est pertinent pour notre ego, ce qui est pertinent pour le moi conscient. Et fait à peu près 200 messages à la seconde sur les 200 millions, c'est-à-dire 1 million de fois moins. Mais ce- ces 99,9999% de messages qui sont éludés sont peut-être perçus par d'autres instances de notre corps, par d'autres endroits, par d'autres terminaisons nerveuses, par d'autres processus. Et certaines situations, sans qu'on puisse les analyser, sans qu'on puisse les mentaliser, sans qu'on puisse en parler, sans qu'on puisse les nommer, sont perçues par notre corps par des signaux et sont transformées en des signaux corporels qu'on a du mal à verbaliser. Et pourtant, je sens un truc. Et pourtant, celui-là, je le sens pas. Et pourtant, là, je sens que ma vie va dans cette direction-là. Et je sens qu'il va arriver un truc et pof, ça arrive. C'est ce qu'on appelle parfois des synchronicités, hein. Une concordance entre un état intérieur et un état extérieur, et un phénomène extérieur. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intuition. Et bon, bah, voilà, pour parler de moi, c'est vraiment ça qui m'habite au quotidien. C'est, voilà, je sais plus qui disait ça, je sais pas si c'est peut-être Gainsbourg qui disait ça, l'intuition, c'est l'intelligence en excès de vitesse. Et donc le cerveau ne peut plus traiter les messages, et donc c'est le corps qui le traite. Et voilà.
Et je peux encore rajouter quelque chose avant de te laisser parler, c'est l'OMS, Organisation mondiale de la santé, on en pense ce qu'on veut, du mal ou du bien, mais ça fait 50 ans qu'elle planche, non, je dis une bêtise, ça fait 70 ans qu'elle bosse sur le sujet de la définition de la santé. Et depuis 70 ans, on a un consensus, la santé s'appuie sur trois piliers, santé mentale, santé physique et santé sociale. Et ça fait 70 ans qu'elle tourne autour du pot sur la santé spirituelle. Ça veut dire que ça fait 70 ans qu'elle bosse sur un quatrième pilier, qu'elle le reconnaît, mais qu'elle n'arrive pas, et c'est peut-être une bonne chose, à l'enfermer dans une case, parce que ça voudrait dire qu'une institution de dimension planétaire va nous dire ce que c'est que la spiritualité, ce qu'elle n'est pas. Bien sûr. Néanmoins, il y a un mot qui ressort dans les réunions de l'OMS, notamment dans la charte de Bangkok, la spiritualité, la santé spirituelle, c'est le lien à l'autre et la transcendance. Donc cette dimension de transcendance, c'est-à-dire d'accès à quelque chose de plus grand, qu'on a du mal à nommer, que parfois on peut nommer, mais souvent on a du mal à nommer parce que on ne le comprend pas. Voilà, maintenant je te laisse la parole. Non, non, c'est parfait, j'adore. Et dans ton parcours, est-ce que toi, tu as reçu des étiquettes de pathologie ou de choses comme ça qui, justement, avec ton vécu, auraient pu être finalement cette recherche hein, de la part du monde médical, voilà, de ce que tu aurais pu vivre hein, au niveau spirituel? Alors, j'ai pas reçu des étiquettes, je suis allé les chercher parce que j'en avais quelque part besoin. Pour peut-être me situer, me comprendre. Et ce qui est bien avec l'idée d'étiquette, alors je ne suis pas tout à fait contre les étiquettes, mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont amovibles. Et que l'étiquette, elle change en fonction de la culture et de l'époque. Hein. C'est-à-dire, par exemple, la définition de l'autisme il y a 30 ans n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une notion de spectre autistique, donc nuance qu'il n'y avait peut-être pas il y a 30 ans. Hein. Que sais-je? Alors oui, j'ai reçu ces étiquettes de TSA, trouble du spectre autistique, que à force d'explorer, j'ai réussi à lisser. Hein, j'arrive à en lisser les symptômes, notamment une forme, ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est vraiment une forme d'inadaptation dans les rapports sociaux. Dans ma scolarité, ça a été très difficile avec des dons évidents en mathématiques, en calcul mental, où je pouvais, à une certaine période de ma scolarité, avoir 5 à 6 ans d'avance sur la classe dans laquelle je me trouvais, sur des considérations mathématiques sans jamais les avoir apprises. Et ça s'est un petit peu dissipé avec le temps, c'est-à-dire mon avance s'est un petit peu dissipée. Et j'ai presque envie de dire mon quotient intellectuel a baissé où il était très élevé pour mon âge quand j'étais enfant, et il a rejoint une forme de normalité à force de lycée, et ce qui m'a permis peut-être, de favoriser des interactions sociales qui étaient impossibles avant. Donc c'est comme si mon quotient émotionnel, une manière de mesurer finalement notre facilité à gérer nos émotions et nos interactions sociales, était très très bas quand j'étais enfant. Et il est venu progresser au fur et à mesure que j'ai compris l'importance du lien sur l'intelligence, par exemple. Quelques considérations. Et puis, bien sûr, cette jolie étiquette du TDA, trouble déficitaire de l'attention, qui m'a aidé à le reconnaître, à le discerner et à le transcender. Euh, pour travailler, il fut un temps, j'avais besoin d'une médication à ce sujet et aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Ce qui est important avec les médications, c'est que il y a une manière de la voir comme quelque chose qu'on va prendre toute une vie pour s'en servir comme une béquille, mais puisque tu parlais à un moment des psychédéliques ou des plantes sacrées, il y a sous certaines médications la possibilité de se voir ouvrir des portes, c'est-à-dire, ah, sous cette médication, je me sens comme ça, cet état est donc possible, puis-je tenter de le retrouver un petit peu comme un marqueur, une empreinte, puis-je tenter de le retrouver sans médication? Ça que j'ai un peu lissé toutes mes inadaptations, inadaptabilités pour finalement être à peu près fonctionnel. Voilà. Mm, 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 mm.
En France, on est quand même très frileux de parler de spiritualité hein, dans les soins. Hein. Pourtant, dans d'autres pays, comme la Suisse, l'Angleterre et j'en passe, hein, ces notions, en fait, elles sont quand même bien Oui, développées. Euh, oui, Comment tu vois ça? alors déjà, je suis sollicité beaucoup en Suisse et en Belgique, plus qu'en France, beaucoup plus qu'en France. Quand je fais une conférence en France, il faut ramer pour avoir 50-60 personnes, il faut beaucoup communiquer. En Suisse, la conférence est annoncée, il n'y a pas de communication dessus et il y a des salles de 200 à 400 personnes qui sont pleines à craquer, les gens s'assoient par terre et cette expérience se vérifie maintenant depuis 3-4 ans. En Belgique, c'est pareil. Comme si il y avait une forme d'ouverture ou d'appétence culturelle. Suisse-Belgique, c'est difficile après de créer des équipes et de, et de mettre les cases, mais je suis obligé de le reconnaître face à mon expérience puis pour citer la Suisse et la Belgique, il y a une très très grande réceptivité du public aux considérations spirituelles, mais au-delà de soi, aux considérations qui ont trait à la recherche de soi, à la connaissance de soi, où en France, culturellement, on a une pathologisation de la dimension spirituelle. Hein. Euh, pour plein de raisons, hein, pour plein de raisons, une forme de valorisation de la démarche scientifique dans les derniers siècles, peut-être. Après, les explications peuvent aussi se trouver dans l'histoire des sciences, à la fin, pardon, du 19e siècle, et avec des positions extrêmement conservatrices, et aussi une position française extrêmement particulière sur la dimension sectaire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pathologise pas la démarche spirituelle, on peut aller l'enfermer dans des considérations sectaires et on va dire que la France a la main lourde à ce sujet, là où la Suisse est beaucoup plus tolérante. D'ailleurs, dans les années 90, la France a été épinglée par la Ligue des droits de l'homme concernant son attitude envers la dénomination de risque sectaire. Et donc la France est appelée à l'international à modérer sa position, puisque dès lors qu'on applique un petit peu ce prisme de la dérive sectaire de manière un peu trop rigide ou un peu trop sévère, mais on commence à porter atteinte aux libertés individuelles. Effectivement, il y a une vraie différence entre la France et la Suisse, et voilà, et je pense que tu en sais quelque chose aussi. Mm. Oui. Ben, c'est vrai que enfin, moi j'habite à la frontière et j'ai travaillé comme soignante en Suisse, voilà, comme infirmière en santé mentale en Suisse pendant 10 ans. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est surprenant la différence, voilà, entre ces deux pays. Euh, Après, on voit les choses évoluent quand même, hein, effectivement. Il y a des choses qui s'ouvrent. Hein. Mais c'est vrai que j'avais entendu un reportage de toi avec Nicolas Dumont, Oui. euh, où lui, j'adore parce qu'il parle de psychiatrie à la truelle, comme si en France on était encore dans l'ancien monde, tu vois, où c'était vraiment le début. J'aime beaucoup. Oui, les choses quand même évoluent parce que voilà, la dimension transpersonnelle arrive gentiment, mais doucement, on va dire. Parler de ce mot, je pense que c'est important, hein. La dimension transpersonnelle, c'est un courant souvent appelé le quatrième courant de la psychologie, qui va prendre en compte toute la dimension spirituelle et les traditions ancestrales dont la spiritualité est au centre dans la démarche psychothérapeutique. Et donc ça, maintenant, c'est né dans le début des années 70 avec Charles Tart, Abraham Maslow, Stanislav Grof. Euh, et c'est un mouvement qui continue à gagner de l'ampleur et qui consiste à prendre pleinement en compte l'inexplicable dans la démarche finalement psychothérapeutique. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et c'est vrai que, enfin, pour avoir rencontré plusieurs fois hein, des personnes à qui, voilà, je pense, il y a quelques années en arrière, une jeune fille de 17 ans qui voyait son grand-père décédé, par exemple, à qui, eh ben, tout de suite, on colle une étiquette, alors que pour moi, c'est une évidence que cette dimension, elle doit être vraiment intégrée pour éviter justement de psychiatriser. Mais en même temps, voilà, je reste soignante et je vois le conditionnement.
de nos formations de base et l'absence en fait de formation sur tout ce qui est ben, déjà ne serait-ce que de l'éveil spirituel, de ces dimensions aussi, ces expériences d'état de conscience modifié qui sont pas du tout connues, mais pas du tout connues des professionnels de santé. Bien sûr. Et ça fait beaucoup de mal en fait. Oui, oui, en fait, ce côté, vous n'êtes pas reconnu ou vous délirez ou plein de choses qu'on pourrait entendre, hein, crée en soi la pathologie. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui en parlerait beaucoup, beaucoup mieux que moi, c'est le docteur Ansgar Rougemont que tu as cité, hein, qui est un des rares psychiatres en Suisse qui est autorisé à accompagner les gens avec des psychédéliques, donc c'est-à-dire LSD, MDMA, psilocybine, kétamine, et qui de ce fait euh, est sensible à la dimension spirituelle puisque ces expériences-là viennent créer, viennent révéler plutôt, pour être plus exact et pas dire de bêtises, viennent révéler la dimension spirituelle de l'existence, c'est-à-dire transcendante, inexplicable, non mesurable et souvent bouleversante. Hmm. C'est vrai que c'était vraiment, ça a été longtemps un de mes questionnements de savoir si effectivement le fait que ça soit pas reconnu, euh, pour avoir côtoyé beaucoup de personnes qui avaient des hallucinations auditives hein, et très dérangeantes et qui vraiment les dérangeaient dans leur quotidien. Hein, mais je me suis toujours posé la question, effectivement, est-ce que le fait que ça soit pas reconnu, la dimension, parce que souvent en santé mentale, en plus, les personnes vont chercher cette dimension spirituelle comme aide. Ça les aide énormément dans leur parcours de rétablissement. Et c'était, est-ce que le fait que ça soit pas reconnu, et là tu viens de me le confirmer, mais est-ce que ça pourrait faire éventuellement basculer la personne dans la pathologie? Parce que j'imagine, voilà, quelqu'un qui... Enfin, moi j'ai été sur un fil dans mon parcours. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Et effectivement, ouais, si tu vis une expérience qui n'est pas reconnue dans ta profession, qui n'est pas reconnue dans ta société et dont tu n'as aucune connaissance, et ben il y a de quoi aussi de penser Et le qu'on, rejet, qu'on, c'est peut-être le rejet et comment dire, le mépris, la non-considération, le déni de ces expériences-là qui créent la dimension pathologique finalement, hein, puisque moi je vis dans une croyance que peut-être certains d'entre nous partagent, c'est que il, il n'y a pas de guérison sans sécurité, il n'y a pas de bien-être sans lien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on crée l'insécurité entre nous, parce que tu n'es pas comme moi, parce que tu n'es pas normal, tu dis des bêtises, par exemple, ou parce que problème, on crée une fracture, on crée un mal-être, et il ne peut pas y avoir de mieux-être dans l'exclusion et dans la séparation. Euh, Ce que je constate, c'est particulièrement ces derniers mois, c'est que nous sommes dans une société qui est très fractionnante, divisive. Les événements politiques récents aux États-Unis le montrent encore plus, c'est nous et les autres. Et cela ne va pas dans le sens du mieux-être. Et voilà, je pourrais aussi rajouter pourquoi on en est là dans des considérations beaucoup plus anciennes. C'est que il y a 300 ans, face aux dérives religieuses, c'est-à-dire au dogmatisme spirituel, c'est-à-dire des institutions de dimension planétaire qui viennent nous expliquer ça c'est la spiritualité, si tu n'es pas d'accord, tu finis sur le bûcher. Face à cet obscurantisme-là, qui est l'inverse de ce qu'on vit aujourd'hui, la science était la bonne réponse. C'est apporter de la rationalité et apporter une tentative de compréhension face à tout ça et faire cesser le dogme religieux qui est le dogme aujourd'hui qui a fait le plus de morts dans l'histoire de l'humanité. Et donc la science est une bonne réponse parce qu'on va tenter d'avoir une approche rationnelle et qui dit rationnelle ne dit pas au départ pathologiser l'irrationnel. C'est-à-dire, on va tenter de comprendre l'irrationnel pour le rendre rationnel. Et je suis persuadé, intimement persuadé, que ces expériences irrationnelles, spirituelles que nous ne comprenons pas aujourd'hui, on va finir par les expliquer d'ici 100, 200, 300 ans. Hein. Il y a une phrase très importante de Arthur C. Clarke qui dit
toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Qui nous raconte que ce qu'on prend aujourd'hui de la magie ou de la perchitude peut être des technologies dont nous ne comprenons pas les. Et donc la science était la bonne réponse pour tenter de rendre l'irrationnel rationnel et tenter de comprendre tout ce qui se passe. Et une centaine d'années plus tard, il y a un mouvement rationaliste qui consiste à exclure l'irrationnel, pathologiser l'irrationnel. Et la science aujourd'hui a tendance à pencher vers une dimension dogmatique. C'est-à-dire qu'il y a une confusion globale aujourd'hui entretenue par certains médias qui consiste à dire, mais si c'est pas scientifiquement prouvé, c'est-à-dire que ça ne s'inscrit pas dans le paradigme matérialiste, physicaliste, mécaniste et réductionniste de cette science qui est pratiquée aujourd'hui, eh bien ce n'est pas vrai. Et donc on est encore une fois dans un fractionnement. Voilà. Et donc, pour pallier à ça, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, porté par des gens comme Mario Beauregard, qui est citoyen depuis peu de temps, on parle de science post-matérialiste, c'est-à-dire une science un peu plus ouverte, un peu plus humble, qui va prendre en compte euh, la dimension de la conscience, le non mesurable et une plus grande aléatorité dans l'interprétation des expériences, qui peut être intéressant d'explorer. Et j'invite tout le monde à se pencher vers ce manifeste pour la science post-matérialiste qui quelle révolution doit opérer dans le champ un peu trop dogmatique de la science actuellement. Je crois qu'il y a aussi, tu vois, parce qu'il me semble, enfin voilà, prendre soin de l'être, c'était dans les temps anciens, voilà, la base en fait du soin. Et on s'est éloigné profondément de ça. Et je dirais même que ce qui me semble important, c'est savoir être dans le soin et surtout savoir être à l'écoute de l'autre et savoir être à l'écoute de l'autre et de sa souffrance et de son vécu. Oui, Est-ce que ça te parle? complètement, et j'ai envie de dire être en lien. Le, le- 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 un des grands traumatismes que nous sommes en train de vivre à l'échelle civilisationnelle, c'est la rupture du lien. Hein. La création de camps, la création, et j'en souffre à titre personnel pour mes idées qui peuvent être parfois fortement critiquées par des gens que ça dérange. Et on est encore une fois, quand des idées dérangent, on est encore une fois dans la rupture du lien. C'est je ne suis pas d'accord avec toi, donc je dois forcément te détruire ou t'éliminer du paysage. Alors qu'en fait, il y a cette possibilité que je rencontre et dont je me délecte dans mes conférences, c'est d'être face à un public, de dire des choses avec lesquelles une partie du public n'est pas d'accord et de dire rencontrons-nous à l'endroit où nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a la possibilité de créer du lien dans le désaccord, de pas, pas forcément confronter nos points de vue d'un point de vue négatif, mais de dire voilà, c'est quoi ton monde à toi? Nous sommes en train de voir la même montagne, c'est-à-dire la réalité depuis deux points de vue complètement différents. De mon côté, il pleut, de ton côté, il fait beau. Est-ce qu'on peut éviter de se faire la guerre? Est-ce que tu peux m'amener du soleil? Est-ce que je peux t'amener un petit peu de pluie parce que ça a l'air très sec de ton côté et moi, je suis en train de me noyer, etc., etc. Et comment est-ce qu'on peut se rencontrer dans le désaccord? Et c'est toute la richesse, hein. Et par exemple, je prends un exemple pour illustrer ce propos. Imaginons une personne qui vit des états spirituels constants, intenses et qui est pathologisée, donc une personne qu'on va qualifier d'irrationnelle. Et quand je dis irrationnel, ce n'est absolument pas une insulte, hein, c'est du non rationnel que j'intègre pleinement dans ma vie. Et une autre personne qu'on pourrait qualifier de ultra rationnelle. Eh bien, je crois que ces deux personnes, l'une sceptique et matérialiste et l'autre qu'on va pouvoir qualifier de d'habiter, de connecter, voire même de percher, ces deux personnes ont quelque chose à s'apporter toutes les deux. Puisque si ces deux personnes sont dans un extrême, l'une a du mal à faire face avec la réalité et l'autre est immergée dans la réalité et a du mal à faire face avec son quotidien puisqu'il lui manque de la poésie, il lui manque de la joie, il est déprimé parce que finalement rien n'a de sens. C'est le cas du rationnel. Le cas de l'irrationnel, c'est en fait, mais j'arrive plus, peut-être, je n'arrive plus à penser, je n'arrive plus à connecter avec les miens, je me sens angoissé tout le temps, il y a des gens dans la pièce, j'entends des voix, etc. Mais cette personne a besoin terriblement de rationalité, c'est-à-dire d'équilibrer son paradigme parce qu'elle manque d'ancrage. Elle est...
je, je- je- je caricature, mais elle est Oui, oui, dans la spiritualité. Il lui manque de la matière, oui, oui. il lui manque de la spiritualité. Donc deux personnes qui ont une vision du monde radicalement opposée sont des médicaments l'un pour l'autre. Pour ces... Eh oui. C'est pour ça on a tout intérêt à être dans l'écoute des uns des autres et du vécu, parce que bon, quand on a compris que chaque individu était dans sa propre réalité, et que c'est des réalités qui cherchent à se rencontrer, bah oui, on a cette vision-là. Et euh, comment toi parce que je sais que tu as aussi une approche avec le chamanisme, etc. euh, Voilà, comment ces dimensions finalement sont perçues? Parce que je sais que dans d'autres cultures, ben, ces expériences spirituelles, elles sont accompagnées totalement différemment que dans notre culture à nous. Oui, mais il y a même des cultures où il ne peut pas y avoir d'accompagnement puisqu'elles sont pleinement intégrées dans le quotidien. Dans certaines cultures, dialoguer avec les arbres ou les esprits de la forêt ne s'accompagne pas, ça se vit au quotidien. Il n'y a plus besoin d'accompagnement. Et je prends souvent l'exemple de Jérémy Narby, qui est aussi en Suisse, que j'admire énormément. Quand Jérémy, qui a étudié les Achaninka, explique avec ses mots bien mieux que moi que les Achaninka ne nomment pas la nature. Ça n'existe pas. Un peu comme un poisson ne nomme pas l'eau. Hein, il faut sortir de l'eau. Et nous, on est tellement sortis de ce paradigme d'inclusion et de symbiose avec le monde végétal et le vivant qu'on va dire, ça c'est la nature. Moi, de ce fait, je m'exclus en fait de la nature. Hein. Et puis d'ailleurs, il faut aller se promener en nature, mais on oublie que nous sommes la nature. Et les gens vont se promener en nature pour se ressourcer, mais ils oublient que la personne qui vit avec eux ou leur environnement social, c'est déjà la nature. Hein. Et donc, il y a cette attitude que Ansgar Rougemont appelle dissociation collective structurelle ou traumatique, structurelle et traumatique, où on a une fragmentation de notre rapport au réel à l'échelle civilisationnelle et culturelle. Et donc, le fait de nommer la nature est une attitude, allez, on va la pathologiser un petit peu, pour rire, elle est schizophrénique. Hein, c'est-à-dire, je m'exclus de mon environnement ontologique, je le nomme et j'en fais partie. Donc, on est dans une dissociation traumatique, puisque chez nos ancêtres, la nature a pu être aussi perçue à certains moments comme profondément hostile, et pour survivre, nous avons dû contrôler, nous protéger, et donc on a aussi peut-être un rapport traumatique à la nature à, à soigner. Hein. Voilà. Donc, dans certaines cultures, ça ne s'accompagne pas, ça se vit au quotidien. Hein. Les esprits de la forêt est quelque chose qui est complètement intégré chez beaucoup de populations indigènes. Ouais. On s'est tellement éloigné de notre nature profonde à nous, en fait, hein, voilà, que du coup, c'est aussi certainement pour ça qu'il y a cet attrait de retour, hein, bah, finalement, voilà, cet élan de revenir à l'intérieur et voilà, ouais, c'est vrai que comment on pourrait repenser, je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre ce mot, euh, mais peut-être repenser avec le mental et repenser PAN, hein, mais l'accompagnement en santé mentale pour intégrer ces dimensions, d'après toi, bon, il y a la dimension transpersonnelle qui est là, mais est-ce que tu as d'autres Ben, j'ai l'impression, et je peux me tromper évidemment, hein, j'ai l'impression que l'accompagnement en santé mentale aujourd'hui, euh, il est enchâssé dans un paradigme matérialiste et pathologisant. Donc, de ce fait, ça va inclure, si on veut repenser cet accompagnement, ça va inclure la reconnaissance de la santé spirituelle, c'est-à-dire de comment la spiritualité, c'est-à-dire le rapport au transcendant, va influer sur notre santé. Je discutais encore la semaine dernière avec Ansgar Rougemont, dès lors qu'on parle de santé mentale, cette notion-là, elle est très étroitement corrélée avec la notion de productivité, c'est-à-dire d'avoir un travail et de payer ses factures.
Et c'est ça le principal marqueur aujourd'hui. Et si quelqu'un est inapte à faire ça, on va commencer à parler de santé mentale. Et donc, il y a encore une fois ce paradigme dans lequel nous sommes insérés, enchâssés, qui est terriblement capitaliste, consumériste et productiviste. Il s'agit d'être productif pour être considéré en bonne santé. Donc, il y a déjà cette corrélation-là. Et, et je pense que ça va arriver dans les prochaines décennies avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte, à force que nos métiers vont se retrouver remplacés par l'intelligence artificielle, que le fond de l'humain, la nature, comment dire, le- le travail ne fait pas partie des valeurs pour lesquelles nous sommes sur Terre, hein. Et peut-être, il se peut, que nous nous distancions progressivement de cette valeur travail et que, pourquoi pas, avancer vers un revenu universel qui va nous permettre d'ouvrir le champ à d'autres manières d'être, à d'autres manières de vivre notre quotidien que de percevoir un salaire et d'avoir un employeur, par exemple, ou de faire du profit. Bonheur. Ouais, c'est vrai, ça me fait penser. J'avais rencontré, j'étais en formation, et puis le midi, on était en train de manger, et il y avait une participante, son mari était venu la rejoindre pour le repas de midi, et il était à côté de moi, il était d'origine africaine, je sais plus de. Ça faisait une année qu'il était en France. Et je lui pose la question, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Et sa réponse a été le travail. Parce que chez moi, on travaille pas. Si tu veux manger, tu vas dans la nature, tu te sers. Si tu as besoin d'un abri, ensemble on se met et on construit une maison tu vois. Et j'avais trouvé, et même quand je te le dis, tu sais, je sens l'énergie qu'il y a derrière, tellement et je m'étais dit, waouh, tu vois. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé aussi finalement dans l'entraide en santé mentale, dans ces réseaux d'entraide en santé mentale où les gens se rejoignent pour s'entraider à avancer malgré la pathologie. Tu vois, et il y a vraiment quelque chose de très humain où l'humain est remis au centre. L'humain, le lien, oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour répondre donc à ta question, c'est peut-être ça, hein, pour sortir de ce que Nicolas Dumont appelle la psychiatrie à la truelle, et au paradigme pathologisant et, et à l'exclusion de la dimension spirituelle de l'existence, euh, c'est le lien. Dans le cadre, par exemple, d'expériences psychédéliques difficiles, euh, on parle, même pour les pas difficiles, on parle d'intégration, c'est-à-dire la nécessité d'aller ramener cette information, cette expérience difficile, d'en faire du sens et de faire en sorte que ces nouvelles considérations et cette expérience, qui peut dans certains cas être traumatique, puissent s'intégrer dans notre quotidien. Et donc on parle d'intégration et un des facteurs absolument indispensables, une des dimensions indispensables de l'intégration, c'est le partage qui va créer les nôtres, hein, qui va créer une forme de co-régulation et bien qui va créer un sentiment de sécurité, un sentiment de reliance et qui, à mon sens, était délaissé dans l'approche de la santé mentale. Il y a aussi un autre compatriote suisse qui s'appelle Jacques Besson, qui parle de spiritual care. Je crois même qu'il a créé une formation en Suisse à ce sujet pour aider les soignants et les personnels de santé à reconnaître la dimension spirituelle, transcendantale, inexplicable, irrationnelle dans le soin comme facteur absolument fondamental. Et aussi l'histoire de l'homme, hein, ça fait, on va dire, ça fait 300 ans, ou ça fait 200 ans plus exactement, qu'on a éludé cette dimension dans le soin. Et donc, on est dans une période historique qui est hautement anormale. Nous sommes dans une anomalie temporelle, hein. Nous, on la vit, donc on est un peu, on, on est ébloui en fait par cette absence de spiritualité et cette exclusion et cette pathologisation. Mais en réalité, c'est une période qui est très anecdotique dans l'histoire de l'homme, hein. Si on les compare aux dizaines de milliers d'années de chamanisme, d'alimentation, etc. Mm, ouais, c'est clair. C'est clair. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et après,
Hum, au niveau symptômes, hein, voilà, en psychiatrie, il y en a un particulièrement, la dissociation en fait, hein, qui, à mon sens, pourrait être remis en question par rapport aux expériences spirituelles. Est-ce que tu peux... J'ai besoin que tu précises ta question. Comment tu rapproches dissociation et expérience spirituelle? Ah, très souvent, en fait, la dissociation, c'est lié à un événement traumatique, quel qu'il soit, en fait, hein, voilà. Et cette dissociation, elle est facilement psychiatrisée comme Oui. symptôme pathologique, en fait, hein. Alors que, dans mes croyances à moi, il peut y avoir dissociation aussi par l'expérience. En fait, de la simple relaxation, méditation, on est enfin, je veux dire, on est dissocié. Donc, je sais pas, voilà. Oui. Alors, je voudrais pas parler de choses que je connais pas vraiment. Par contre, là, ce que ça me rapporte, c'est qu'effectivement, la dissociation est vécue par le paradigme psychiatrique comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de pathologique. Or, je prends l'exemple de la kétamine, qui est un des 30 médicaments indispensables à l'humanité, pour sortir des clichés, qui donnent lieu à des expériences thérapeutiques lorsqu'elles sont bien menées en clinique, puisque partout en Europe, on a des cliniques de thérapie à la kétamine où on a des injections, on va dire, importantes de kétamine pour créer euh, des états, des expériences spirituelles qui sont profondément thérapeutiques. Et la dissociation, à cet endroit-là de l'expérience, est précisément l'événement qui permet de, appelons ça, j'ai peut-être pas les bons mots, mais qui permet de lisser les symptômes traumatiques, hein, qui permet de sortir de certaines logiques, de sortir de certaines narrations, et d'apporter plus de flexibilité cognitive et de pédagogie à certains endroits qui sont devenus rigides ou inacceptables ou pour le coup pathologiques. Et donc, à la lumière de l'expérience de la kétamine, la dissociation peut avoir quelque chose de profond, hein. Oui, oui, c'est clair. Bah, c'est ce que j'entendais par là, en fait, hein. C'est cette notion d'ouverture, en fait, que ça peut amener. Tout à fait. On peut parler, en fait, rien que le mot dissociation est pathologisant. Est-ce qu'on pourrait, c'est vraiment une question ouverte parce que je n'ai pas la réponse, est-ce qu'on pourrait remplacer dissociation par relativisme? Est-ce qu'on pourrait remplacer dissociation par prise de hauteur? Relativisme est beaucoup trop grand et cette prise de hauteur est beaucoup trop contrastée. À ce moment-là, elle ne nous rend plus fonctionnels pour des tâches simples et elle devient pathologique et elle se nomme dissociation. Mais en fait, il n'y a plus de nuance, hein. C'est qu'en fait, dès lors qu'il y a peut-être expérience spirituelle, on va parler de dissociation, alors que pour certaines personnes, c'est un tampon et un espace de sécurité intérieure qui se manifeste par des expériences spirituelles et qui doivent cesser d'être pathologisées. Puisque C'est ça. cet endroit de l'expérience pathologisée comme dissociative, mais qui avant d'être dissociative est très longuement spirituelle ou transcendante ou thérapeutique, à cet endroit précis se cache une sécurité et le lien avec un nouveau paradigme qui est profondément thérapeutique. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est vraiment ça. Eh ben, écoute, je te remercie profondément. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a partagé là? Écoute, une phrase me vient depuis le début de notre échange. C'est une phrase de Teilhard de Chardin qui dit: Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Hmm. Voilà. C'est une bonne conclusion. C'est une D'accord. bonne conclusion et oui. Je te remercie profondément, Stéphane, de ton temps, de ta disponibilité, et voilà, de ton éclairage. Voilà. Toi, pour ce que tu fais, pour toute cette part de ta personne que tu donnes à sensibiliser les gens à la dépathologisation nécessaire de ces états-là, qui doivent être reçus, et je répète pour la
30e fois, l'important c'est le lien, c'est comment on reste en lien. Toi, tu appelles ça l'humain et la rencontre, la connexion. Il n'y a pas de guérison sans sécurité et il n'y a pas de traumatisme sans solitude. Hmm. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker pour me soutenir. Et surtout, c'est le plus important. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une telle expérience, partagez-lui cet épisode. Cela peut peut-être profondément l'aider. Une liste de professionnels de santé formés pour accompagner ces phénomènes est disponible sur le site audreygraindamour.org. Retrouvez-nous le 1er et le 15 de chaque mois sur toutes les plateformes. À bientôt!